Bonjour à tous. Voilà parti pour le dernier épisode de notre série sur l'histoire de la construction européenne depuis 1950. Et dire que tout a commencé par un discours. Le discours d'un homme, Robert Schuman, qui avait pour objectif de rapprocher les nations déchirées par la guerre en leur donnant un but commun, la prospérité socio-économique. Le but ultime, garantir la paix sur le vieux continent. Le rêve de paix de Robert Schuman est devenu réalité. L'Union a même reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Mais l'Europe n'a pas échappé à de multiples crises, en particulier dans la décennie 2010-2020. À l'occasion de ce dernier épisode, je vous accueille dans un décor tout à fait contemporain. Et si vous avez raté les autres épisodes, je vous recommande de commencer la série dès les années 50. Et maintenant, je vous présente mon collègue Morten. Il va nous accompagner tout au long de cette décennie. Bonjour Morten. Salut Afsa. Comme on le dit de nos jours, me voilà connecté et donc d'autant plus libre pour surfer d'un événement à l'autre. Alors, ces 10 dernières années sont particulièrement riches en rebondissements. Un phénomène inédit apparaît en ligne. Des communautés digitales se créent et interagissent à travers les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus puissants. Les débats de société n'ont jamais été aussi vifs et se répandent à une vitesse extraordinaire. Chacun a désormais le droit à la parole. On assiste également à des soulèvements qui virent parfois à la révolution ou à la guerre civile. Un vent de contestation souffle ainsi sur l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient. C'est le printemps arabe. La guerre, notamment en Syrie, va pousser des centaines de milliers de personnes à frapper aux portes de l'Europe pour y demander refuge. En Ukraine aussi, la tension est palpable et un conflit fratricide a des conséquences au niveau international. Une politique qui vise à développer des relations avec les pays riverains de l'Union s'avère plus que nécessaire. Par exemple, l'Ukraine dont on parlait, mais aussi l'Arménie, le Liban ou encore le Maroc. S'il est important de maintenir la paix et de commercer avec ses voisins les plus proches, l'Europe veut également entretenir ses liens outre-Atlantique. Ainsi, des négociations commerciales de très grande ampleur s'ouvrent avec l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Des négociations qui suscitent parfois de vifs débats au sein de l'Union. Après ce bref aperçu sur la situation mondiale et sur les différentes relations qu'entretient l'Union avec les autres puissances, revenons à sa situation socio-économique en cette décennie. Pour amortir les dégâts de la crise financière de 2008 et poursuivre le redressement économique des régions les plus pauvres, les États membres adoptent la stratégie Europe 2020. Ce plan sur 10 ans vise à améliorer les indicateurs de développement durable en matière de croissance, d'innovation, d'éducation, d'emploi et de protection de l'environnement, tout en augmentant la compétitivité de l'Europe au niveau mondial. Les régions participent activement à ce projet et bénéficient de plus de 350 milliards d'euros qui seront distribués au travers de la politique de cohésion et de ce qu'on appelle les fonds structurels. Pour que l'argent ainsi investi porte ses fruits, une stratégie dite de spécialisation intelligente est mise en place. Chaque région devra concentrer ses ressources dans des domaines d'innovation pour lesquels elle a des meilleurs atouts. Dans toute l'Europe, les administrations, les entreprises, les centres de recherche et les universités collaborent pour identifier au sein de leur propre région les secteurs d'activité dont le potentiel de croissance est le plus prometteur. Les territoires européens sont désormais scindés en zones montagneuses, urbaines, rurales, insulaires et peu peuplées. Pêche, tourisme, biotechnologie, énergie éolienne, sylviculture, etc. On investit au mieux et pour un mieux, là où c'est le plus profitable pour l'homme ainsi que son environnement. Et ça tombe bien, puisque l'Europe souscrit aux objectifs de développement durable des Nations Unies et qu'un accord historique est signé en 2015 lors de la COP21 à Paris pour limiter le réchauffement climatique. L'Union européenne doit être climatiquement neutre en 2050, c'est l'objectif du Green Deal. Pour cela, il faut promouvoir l'utilisation des ressources en passant à une économie propre et circulaire, et aussi restaurer la biodiversité et réduire la pollution. Tout ceci représente de formidables débouchés et donc un potentiel inespéré de croissance socio-économique aux quatre coins de l'Europe. Il est question d'investir dans des technologies respectueuses de l'environnement, de soutenir l'innovation dans l'industrie, de déployer des moyens de transport privés et publics plus propres, plus abordables et plus sains. Il faut décarboner le secteur de l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et travailler avec des partenaires internationaux pour améliorer les normes environnementales mondiales. De 27 membres, l'Union passe à 28 en accueillant la Croatie en 2013. L'Europe compte alors
281 régions qui évoluent de concert, mais pas pour très longtemps. En 2016, les Britanniques décident lors d'un référendum de quitter l'Union. Le Brexit va devoir être planifié et organisé dans les mois qui viennent. De leur côté, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie sont candidats officiels à l'adhésion, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo prennent, eux, le statut de candidat potentiel. Un autre défi attend alors l'Europe. À la fin de cette décennie, l'épidémie Covid-19 va se répandre à travers le monde. Comme c'est le cas depuis 70 ans, l'Union européenne devra protéger ses citoyens et son économie en développant la solidarité. Car une fois de plus, ce n'est qu'ensemble qu'on a une chance d'y arriver. Merci Morten. Hi Afsan. Merci à tous. Ensemble, nous avons construit l'Europe.